On va faire une leçon d'histoire. Avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui, on va faire un bond en arrière. La première institution qui a pris en charge les pauvres et leurs enfants s'appelle l'Hôpital Général. Il a été créé par une société secrète qui s'appelait la Compagnie du Saint-Sacrement. La Compagnie du Saint-Sacrement a été fondée en 1631 sous le roi Louis XIII par des dévots, on va dire des bigots, laïcs, ça n'était pas des ecclésiastiques, puissants, magistrats, qui avaient comme objectif de punir les pauvres. Salauds de pauvres. Ils voulaient faire cesser les scandales du carnaval. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le carnaval. Ce sont 3 jours durant lesquels on renverse tous les codes, on ridiculise les rois, on sacre les ivrognes. Enfin, et ils disaient que c'était des scandales du carnaval. Il fallait interdire le carnaval. Or, le carnaval avait, dans l'ancien temps, une fonction, d'ailleurs qu'il a toujours, je pense que je m'adresse à des Belges, vous savez ce que c'est que le carnaval, mieux que personne, c'est probablement une nécessité sociale de temps en temps de s'autoriser à dire ce qu'on ne dit pas le reste du temps. Enfin, il y avait une fonction qui était considérée comme salutaire par les autorités publiques et que ces bigots voulaient faire interdire le carnaval. Ils voulaient également faire fouetter les prostituées. Alors, à quel titre ? À aucun titre. De quoi je me mêle? Pourquoi est-ce que ces gens voudraient faire fouetter les prostituées? Parce qu'ils se mêlent de tout et ils veulent faire la morale à tout le monde. Ils voulaient, tenez-vous bien, qu'on ne secourt les mendiants, c'est-à-dire qu'on ne donne une piécette à un mendiant qu'après l'avoir fait entendre en confession. Encore une fois, de quoi je me mêle? Nous avons affaire à des magistrats laïcs. Il n'y avait donc aucune raison qu'ils se mêlent de choses comme ça. Et pareil pour les médecins. Ils voulaient faire entrer dans comment appelle ça, du médecin, le cabinet. Non, que les médecins ne puissent. Ils ne voulaient faire entrer ils ne voulaient que les médecins ne puissent soigner un malade qu'après que le malade aurait reçu la confession. Vous imaginez. Bon. Alors, c'était une société secrète, c'était un État dans l'État. Ils étaient bien évidemment plus catholiques que le pape et plus royalistes que le roi. C'était des gens qui voulaient se mêler de tout. Les juges de cette Compagnie du Saint-Sacrement ont travaillé à écrire les statuts de l'hôpital général, de ce qui allait devenir l'hôpital général, de 1640 à 1649. Ils ont mis 9 ans à élaborer le mode de fonctionnement de ce qui allait devenir le lieu de renfermement des pauvres. L'hôpital a été créé en 1656, pendant que le jeune roi Louis XIV avait tout juste 18 ans. Il était certainement trop jeune pour comprendre, pour savoir ce qu'il allait signer. Comment fonctionnait l'hôpital général, dont le but était de renfermer les pauvres, les mendiants? Tous ceux qui avaient perdu leurs moyens de subsistance devaient donc, à partir du moment où l'hôpital général a été créé, se laisser renfermer. Les chefs de l'hôpital général étaient nommés à vie. Il y avait le premier président du Parlement de Paris, c'est-à-dire le premier tribunal du royaume, le procureur général, un certain Fouquet, 26 directeurs perpétuels. Perpétuels. Quand vous en tirez directeur, vous en sortiez les pieds devant. Ils étaient tous de la Compagnie du Saint-Sacrement. Et quand il y avait une place vacante, il fallait le vote secret de 2/3 des directeurs pour pouvoir être élu. C'est-à-dire que tout était fait pour interdire que quiconque vienne voir ce qui se passait à l'hôpital général. Ils ont fait tomber une véritable dictature sur les pauvres, c'est épouvantable. Ils se sont arrogés des pouvoirs illimités et à vie sur toute la population qui nécessitait assistance, hommes, femmes, enfants, vieillards, infirmes. Il y avait interdiction pour tous ces gens, quelle que soit leur situation, de chercher du secours ailleurs qu'à l'hôpital général. C'est-à-dire que si vous aviez une paroisse bienveillante qui pouvait vous donner l'abri à un... Non, on n'avait plus le droit de donner l'abri ni à un handicapé, ni à une femme délaissée avec un enfant dans les bras. Il était interdit de faire la charité autrement qu'en dirigeant ces gens dans la nécessité à l'hôpital général. Interdiction était faite de donner l'aumône. Si on vous prenait à donner une piécette à un mendiant dans la rue, vous tombiez sous le coup de la loi. Il était interdit de le faire et vous pouviez vous faire saisir de vos biens. Alors je ne sais pas s'il y a eu des applications à ça, mais de toute façon, la menace existait. Il était interdit de donner un abri à un pauvre. Vous croisez une malheureuse ou un malheureux dans la rue, vous l'amenez chez vous,
vous tombez sous le coup de la loi. Vous n'avez pas le droit d'aider un pauvre. Si vous voulez faire le bien de ce pauvre, vous le prenez dans votre voiture, vous l'emmenez à l'hôpital général et vous le confiez à l'institution. Les directeurs de l'hôpital général avaient tout pouvoir de direction et administration, connaissance, juridiction, police, correction et châtiment, pour lesquels leur étaient accordés poteaux et carcans, prisons et basse-fosses dans l'hôpital général et lieux qui en dépendent, tant dehors que dedans, privativement et indépendamment de toute autre direction de police. C'est une dictature abominable qui s'abat sur la ville et sur la campagne. Tous les procès devaient être traités par la Grande Chambre, c'est-à-dire la chambre principale du Parlement de Paris, c'est-à-dire par les juges eux-mêmes, qui devenaient juges et parties. S'il y avait un procès contre l'hôpital, c'était les juges qui se jugeaient eux-mêmes. Les directeurs de l'hôpital devenaient, écoutez bien, tuteurs nés de tous les enfants qui entraient dans l'hôpital, même ceux qui le faisaient à la main de leurs parents. Vous êtes une maman, vous entrez à l'hôpital général avec un enfant à la main. Le père existe, mais comme l'hôpital général où va rentrer la mère, c'est les femmes et que les hommes vont être de l'autre côté, c'est-à-dire à 4 km de là, l'enfant devient pupille des directeurs de l'hôpital général, même s'il a encore père et mère. C'est le statut des pauvres qui a été inventé par ces gens abominables. Possibilité était donnée de mettre en ville et faubourgs dans de telles maisons et lieux que bon leur semblera avant leur admission à l'hôpital. Ça veut dire que les directeurs se sont arrogés la possibilité de mettre les enfants qui entraient à l'hôpital général ailleurs que dans l'institution elle-même, où on était obligé de montrer patte blanche à l'entrée et à la sortie. Le propre de toutes les institutions royales en France était que quand vous entriez dans une institution royale, que ce soit un bateau, une prison, l'hôpital ou n'importe, vous entrez, vous signez, vous sortez, quelqu'un signe pour vous et quelqu'un signale votre entrée, signale votre sortie avec votre nom, votre prénom, d'où vous venez, etc., etc. Or, les directeurs se sont donné la possibilité de faire mettre les enfants dans des institutions ailleurs dans les villes et faubourgs. Ça veut dire qu'ils se donnaient l'autorisation, alors qu'ils se déclaraient tuteurs nés des enfants, de les mettre dans un lieu où on ne saurait pas qui est entré, qui est sorti. Vous pouvez imaginer le pire, il est là. Le financement de l'hôpital s'est fait comment ? L'hôpital a absorbé toutes les institutions existantes. Toutes les institutions qui s'occupaient de pauvres avant la création de l'hôpital général ont disparu et ont été absorbées par l'hôpital. Ça veut dire que toutes les institutions, par exemple, catholiques, et Dieu sait s'il y en avait, ont été systématiquement dissoutes et absorbées par l'hôpital général. Tout don ou legs aux pauvres fait sur testament, de façon générale, va systématiquement à l'hôpital général. Je lègue tous mes biens aux pauvres, hop, ça partira à l'hôpital général. La plupart des amendes de police, pour quelque raison que ce soit, allaient à l'hôpital général. Tous les biens des pauvres à leur décès, c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous n'avez plus rien. Vous pouvez être très pauvre et avoir encore un lit, un matelas, une bicoque. Tout le pauvre qui est rentré à l'hôpital général, dès l'instant qu'il meurt, tous ses biens reviennent à l'hôpital général, même s'il y a de la famille dehors qui... Non, tout va à l'hôpital général. Les manufactures se sont implantées dans le cadre de l'hôpital général pour faire travailler tout ce monde-là. Donc, les manufactures se sont trouvées avec une quantité de main-d'œuvre captive. Est-ce que vous imaginez comme l'affaire était bonne ? Eh bien, avec tout ce qu'on retirait aux pauvres pour règlement de ceci et de cela, à la fin de la journée, ils avaient de quoi s'acheter le sel pour la soupe. Le produit des taxes sur la consommation était tous exemptés d'impôts. Et l'hôpital payait tout moins cher et va trafiquer des denrées. C'est-à-dire que tout était taxé à l'extérieur pour donner de l'argent à l'hôpital général, qui achetait tout hors taxe. Je ne vous raconte pas les trafics qui ont été faits, des trafics de sucre, des trafics de gras, des trafics de viande, des trafics. Il y avait à l'hôpital, à l'intérieur de l'hôpital général, qui faisait quand même, alors à Paris c'était la Salpêtrière, il y avait une 50aine d'hectares. Vous imaginez que là-dedans il y avait de quoi élever des vaches, des chèvres, des moutons, il y avait un potager, il y avait un verger, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais il fallait faire rentrer, acheter, tout ça c'était du trafic. Le secret, le mode de fonctionnement secret de l'institution a été institutionnalisé, mais ouvertement d'emblée. C'est-à-dire que défense a été faite à toutes autres personnes qu'aux directeurs de prendre connaissance des revenus, comptes et biens présents et à venir de quelque qualité qu'ils soient. C'est-à-dire que statutairement, il est dit que personne n'a le droit d'aller voir
combien gagne et combien dépense l'hôpital général. Vous imaginez, c'est dans les statuts. Et quand le roi a voulu aller voir, il n'a pas vu. Défense a été faite d'écrire quoi que ce soit sur l'hôpital sans l'accord écrit d'au moins 2 de ses directeurs. Vous n'avez pas le droit, vous êtes journaliste, vous voulez écrire un article, vous n'avez pas le droit. Vous allez demander à 2 directeurs un accord écrit pour écrire quelque chose. En 1660, la fameuse Compagnie du Saint-Sacrement s'est sabordée parce que Mazarin a prévenu le roi Louis XIV que c'était un État dans l'État, qu'on pouvait un roi absolu ne peut pas laisser une compagnie secrète continuer de régenter la vie civile. Enfin, c'était la Compagnie du Saint-Sacrement s'est sabordée, donc elle a quitté les instances dirigeantes de l'hôpital général, qui ont immédiatement été occupées par la secte janséniste. Les magistrats jansénistes se sont emparés de l'hôpital général et ils en ont pris le contrôle. Et leur obsession, leur haine des pauvres était encore pire que celle de la Compagnie du Saint-Sacrement. Les bigots sont au pouvoir, ça va être l'horreur. L'horreur, l'horreur. Pour avoir une petite idée de ce que c'était que la Compagnie du Saint-Sacrement, si certains d'entre vous ont étudié un petit peu Molière, moi de mon temps tout le monde passait par Molière, le Tartuffe. Le Tartuffe, si ça vous dit quelque chose. Vous savez, le Tartuffe, c'est « Que fait là votre main? Je gratte votre robe, l'étoffe en est moelleuse. » C'est-à-dire qu'il est comme ça, et puis... Ouais. Il aime bien la chair fraîche. Voilà, donc ça, c'est le Tartuffe. Et effectivement, la Compagnie du Saint-Sacrement. Alors, je n'ai pas eu vent de scandale d'ordre de mœurs concernant des gens de la Compagnie du Saint-Sacrement. Par contre, les jansénistes, alors là, 13 à la douzaine, hein, tant que vous voulez. J'ai vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Alors, l'esprit de l'institution, c'est quoi? C'est la haine du pauvre. Les pauvres sont des salauds. Voilà. Ils disent « La nécessité du menu peuple ne procède à l'ordinaire que de l'oisiveté et de la débauche. » Est-ce que vous imaginez comment on peut dire une chose pareille? Et celui qui disait ça, c'est Charles d'Émiat. Et c'était un confrère de la Compagnie du Saint-Sacrement, et il n'y avait jamais ni d'injustice ni d'oppression. Les pauvres, ils n'ont qu'à travailler. La terre manque de bras. Voilà. L'avocat Jean Bodin, au XVIe siècle, a écrit « Il n'y a donc moyen de nettoyer la République », alors ce n'est pas la République dans le sens actuel du terme, c'est on va dire la société. « Il n'y a d'autre moyen de nettoyer la République d'une telle ordure, il parle des pauvres là, que de les envoyer en guerre, ce qui est comme une médecine purgative fort nécessaire pour chasser les humeurs corrompues du corps universel de la République. » C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser des pauvres. Voilà comment les gens parlent de la pauvreté. Et l'encyclopédie, qui est le grand dictionnaire, alors ça, la Compagnie du Saint-Sacrement, nous sommes au XVIIe siècle. L'encyclopédie, c'est 100 ans plus tard, le XVIIIe siècle. On fait un bond de 100 ans, l'encyclopédie va dire la même chose. Les pauvres, ils n'ont qu'à travailler. Vous savez ce que c'est qu'un mendiant pour l'encyclopédie? C'est un feignant. S'il n'était pas feignant, il irait travailler. Comme si... Enfin, vous savez, aucune commisération, aucune compassion et surtout aucune connaissance de la réalité sociale de tous ces gens. Parce que si les gens, s'il y a certaines périodes où les pauvres affluent vers les villes, alors il y a une explication très simple. Pourquoi est-ce que les gens quittent la campagne pour la ville quand il y a des difficultés? Mais c'est parce que les villes sont toujours approvisionnées en grains et qu'il arrive, en cas de difficulté alimentaire, que les autorités vident les campagnes du blé disponible pour les emmener en ville. Et les pauvres, ils suivent les convois de grains. Donc, quand vous avez des difficultés alimentaires, souvent la campagne proche des villes est plus durement touchée que la ville elle-même. Et les gueux suivent les convois de grains, et vous avez des gens qui tendent la main, dans les rues et qui réclament à manger, enfin qui réclament du secours. Il y a eu un très joli film qui a été fait sur Monsieur Vincent, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous recommande de regarder ce film, ça vous montre ce que c'était que la misère au XVIIe siècle, à l'époque de Monsieur Vincent. C'est extraordinaire, c'est un très beau film, c'est très dur, et c'est la réalité telle que moi je l'ai étudiée dans les livres, et ça m'a beaucoup impressionné de le voir avec Pierre Freinet dans le rôle du futur Saint Vincent de Paul. Elle a été canalisée 100 ans plus tard. Je vous recommande, on peut le voir, je l'ai vu récemment sur la toile, vous pouvez le voir en rediffusion. Alors, l'encyclopédie, disais-je, 100 ans après, va dire la même chose. Les pauvres sont des fainéants. Et la Compagnie du Saint-Sacrement dit les pauvres sont des fainéants. Et les jansénistes vont dire les pauvres sont des fainéants. Ces gens n'ont qu'à travailler. S'ils sont là, c'est bien de leur faute. Alors, en 1669, nous revenons au XVIIe siècle. Le trésorier de l'hôpital de Toulouse écrit
Il est moral de faire travailler les pauvres à l'hôpital si ce travail est pénible, car c'est une forme d'ascèse et de prière. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ces gens qui n'ont absolument aucune autorité religieuse de quelque ordre que ce soit font la morale aux pauvres en disant « nous allons faire leur salut en leur faisant des conditions de vie atroces ». Vous imaginez la logique de cette institution? C'est épouvantable. Ils s'arrogent un pouvoir sur les âmes. Ils veulent sauver les âmes. Et ils disent « les secours que l'institution, on parlait de l'institution qu'elle désira de leur procurer, regarda bien plus le salut éternel de ces pauvres que leur soulagement temporel qui ne leur manquait pas. » C'est-à-dire que ces gens vont se mobiliser au moment de la fronde, au moment où il y a tellement de misère dans les rues que le bon monsieur Vincent va donner le meilleur de lui-même. Il dit le secours qu'on veut leur procurer, c'est surtout de sauver leurs âmes, parce que vous savez, les gueux, ils vivent ensemble leur mariage, ils vont pas à la messe, ou s'ils y vont, ils communient pas, on les voit jamais se confesser. Attendez, de quoi ils se mêlent? De quoi ils se mêlent? Il s'agit de magistrats laïcs. Donc ils estiment que tout ce qu'ils font, c'est pour sauver les âmes des pauvres, parce que, disent-ils, les secours matériels ne leur manquent pas. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Ils disent-ils également un anticléricalisme permanent. Et ça, il faut comprendre que c'est l'anticléricalisme qu'on va retrouver chez les jansénistes. Les jansénistes sont une secte qui, à l'intérieur de l'Église catholique, a décidé de réformer l'Église. C'est une forme de protestantisme de l'intérieur. Luther a quitté l'Église, les jansénistes ont dit on ne va pas la quitter, on va la réformer de l'intérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas la réformer, c'est la détruire. Il y a vraiment une tentative de destruction qui va mener à la constitution civile du clergé, à la Révolution française et à la déchristianisation de la France. C'est clair. Bon, ça, je ne vais pas vous faire la démonstration aujourd'hui, mais je crois que c'est à peu près avéré. Donc, ces gens disent-ils un anticléricalisme permanent. L'Église est trop bonne, l'Église n'est pas assez sévère, l'Église n'est pas assez ceci, l'Église est trop cela, nous allons donner des leçons à l'Église. Or, il se trouve que l'Église a refusé de donner sa caution à la Compagnie du Saint-Sacrement. Quand ils se sont constitués, ils sont allés voir, je ne sais plus quel archevêque, l'archevêque de Paris j'imagine, pour lui demander sa bénédiction. Il a dit non. Non, 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 vous n'aurez pas ma bénédiction. Et l'Église a été exclue du mode de fonctionnement de l'hôpital général pour la peine. Quand dans les statuts de l'hôpital général, il y a un poste qui revient à l'archevêque de Paris qui doit siéger au conseil d'administration de l'hôpital général et il n'y siège jamais. Il n'est jamais invité, il ne vient pas. C'est-à-dire que l'Église est éjectée de sa vocation à l'assistance aux pauvres. Donc ce sont des laïcs qui s'occupent de l'institution. C'est de l'ingérence du laïc dans le religieux. C'est de l'ingérence du laïc dans le religieux. Nous allons sauver les âmes des pauvres, alors que nous sommes des laïcs et que ce n'est pas notre travail. Il y a une église pour ça. Vincent de Paul a refusé de donner ses prêtres à l'institution. Alors, Vincent de Paul alors je dis Vincent parce qu'il a été canonisé 100 ans plus tard. Donc, quand je parle de lui au XVIIe, je dis Monsieur Vincent, et quand on parle du XVIIIe, on dit Saint Vincent de Paul. Voilà. Donc, Monsieur Vincent a été approché par les gens de la Compagnie du Saint-Sacrement qui lui ont demandé d'adhérer. Alors il a adhéré, mais il n'y a jamais siégé, il n'y est jamais allé. Donc il fait partie statutairement des membres de la Compagnie du Saint-Sacrement, mais il n'y a jamais mis les pieds, il n'a jamais participé. Et quand la Compagnie du Saint-Sacrement est venue le voir pour lui dire « Monsieur Vincent, votre action en direction des pauvres, je ne sais pas si vous savez ce qu'a fait Monsieur Vincent pour les pauvres, mais c'est ahurissant, c'est d'une beauté, c'est renversant. C'est renversant. Le dévouement de ce prêtre et le dévouement de tous les gens qu'il a agrégés autour de lui pour venir au secours des gens, c'est à pleurer de beauté. C'est absolument magnifique. Il y a une dame qui venait le voir en disant « Monsieur Vincent, je n'ai plus le temps d'aller à la messe depuis que je m'occupe de vos affaires. » Il lui a dit « Madame, quand vous quittez oraison pour soigner un pauvre, vous quittez Dieu pour Dieu. S'occuper d'un pauvre, c'est faire oraison. Voilà, madame. » Donc, il a été absolument exemplaire. C'est bouleversant. La beauté. Je suis allée d'ailleurs à Paris, il y a un lieu où il a été enterré et où il y a une espèce alors je crois qu'il y a sa tombe avec son corps en cire. J'ai été saisie, j'ai suffoqué de saisissement. Et il y a une église à Paris où on le voit en pied, une statue en pied. On a envie de lui mettre la main sur l'épaule en disant « Bonjour mon père, c'est moi ». C'est un personnage absolument exceptionnel, exceptionnel. Et donc les gens de la compagnie lui ont dit « Monsieur Vincent, on aurait besoin de prêtres pour notre institution ». Il dit « Moi vivant, jamais ».
Et quand on lui a demandé pourquoi il ne voulait pas donner ses prêtres, il dit « je ne sais pas assez si le bon Dieu le veut ». Voilà. Mais en fait, alors je ne sais pas s'il avait compris ce qu'il y avait derrière, parce que je ne pense pas qu'on pouvait comprendre, mais de toute façon, il avait trop de soupçons vis-à-vis de ces gens-là. Il ne les aimait pas. Et il a voulu ni leur donner les prêtres, ni surtout qu'ils mettent la main sur les enfants dont il s'occupait. Parce que M. Vincent a ouvert plusieurs institutions pour venir au secours des petits-enfants. Et l'institution, ils sont allés voir en disant « Monsieur Vincent, vous savez, on a une institution. » Il a dit « Moi vivant, vous n'aurez pas mes gosses. » Ils les ont eus le lendemain de sa mort. Le lendemain de sa mort, ils ont mis la main sur toutes les institutions de M. Vincent. Alors, la mainmise et la tutelle des administrateurs sur les orphelins, les abandonnés ou simplement les pauvres était totale à l'hôpital général. Tous les enfants, orphelins ou non, entrés dans l'institution, avaient été sous la tutelle unique et totalement dictatoriale de messieurs les administrateurs. En 1729, l'oncle de 2 orphelines, qui était leur tuteur légal, a voulu signer pour elle un bail. Donc les petites filles, elles ont été mises à l'hôpital parce qu'elles avaient perdu leur papa et leur maman. Elles avaient un oncle. L'oncle a voulu signer un bail, on lui a refusé. Le bail était caduc. Alors la formule est la suivante. Le bail se trouve nul, de nullité radicale, par le défaut de qualité du sieur Mario Chaud, qui a cessé d'être tuteur dès le moment que les jeunes filles sont entrées dans le dit hôpital. Vous passez la porte, vous êtes sous l'unique juridiction de messieurs les directeurs. Le 1er août 1759, un arrêt du Parlement maintient les administrateurs de l'hôpital général dans la possession de la tutelle des mineurs reçus dans les hôpitaux, à l'exclusion de tous autres tuteurs. Imaginez-vous ce que ça implique. Je vais vous l'expliquer. Donc les juges ont autorité pleine, entière et exclusive sur tous ces enfants, même ceux qui ont père et mère, à partir du moment où ceux-ci sont pauvres et répertoriés comme pauvres. Il y avait, avant la création de l'hôpital général, pour les orphelins légitimes, il y avait à Paris l'hôpital du Saint-Esprit, créé en 1362, l'hôpital des enfants rouges au XVe siècle. Ils ont été rattachés à l'hôpital général. Les enfants trouvés, en 1640, M. Vincent a créé son institution Saint-Lazare. En 1660, il meurt, l'hôpital lui vole. Hop, il met la main dessus, les bâtiments, les fonds, les documents et les enfants qui vont avec. En 1738, le Parlement de Paris a refusé d'enregistrer la bulle de canonisation de M. Vincent. Ça veut dire quoi, enregistrer une bulle de canonisation? Les parlements étaient là non seulement pour rendre la justice au nom du roi, parce que c'était des juges, on a compris, mais ils étaient là également pour mettre dans leur registre, c'est-à-dire enregistrer toutes les décisions royales et papales. Donc quand M. Vincent est devenu Saint Vincent de Paul, il a fallu pour que sa canonisation soit reconnue en France que l'hôpital général l'enregistre. Eh bien, ils ont refusé l'enregistrement. C'est-à-dire que M. Vincent n'est toujours pas un saint, enfin n'était, je suppose que maintenant ça s'est arrangé, mais n'était pas un saint pour la société française, parce que messieurs les juges, Teigneux, qui n'ait pas voulu lui donner ni ses enfants ni ses prêtres, ont refusé de le canoniser 100 ans après sa mort. 100 ans après sa mort. Alors, il avait créé en 1672 l'hôpital général de... Non, pardon. Après sa mort, en 1672, l'hôpital général a créé la couche rue Neuve-Notre-Dame pour les nouveau-nés. Neuve-Notre-Dame, c'est la rue qui fait face au parvis de Notre-Dame. Donc vous avez une rue juste en face, vous avez le parvis, vous avez une rue, et là vous avez ce qu'on appelle la couche des orphelins pour les nouveau-nés. Pas forcément orphelins, c'est la couche, c'est l'endroit où sont rassemblés les enfants qui ont besoin d'une nourrice. Soit que leur mère soit morte, soit que leur mère les a abandonnés. Donc, c'est l'endroit où on va rassembler les petits nouveau-nés pour lesquels on cherche des nourrices. Alors, les nourrices, c'est quoi? C'est avec une femme qui vient d'accoucher, elle a suffisamment de lait pour son enfant, elle va faire quelques sous en nourrissant un deuxième en même temps qu'elle nourrit le sien. C'est ça le principe de la couche. Et en 1674, l'hôpital général crée la couche de Saint-Antoine à partir de 5 ans. Donc vous avez la couche du parvis de 0 à 5 ans, et à partir de 5 ans, 5, 6, 7, la couche de Saint-Antoine, où ces petits-enfants sont rassemblés. L'hôpital entendait interdire la reproduction de la gueuserie. En 1750,
il y avait 1600 enfants de moins de 12 ans à la Salpêtrière. Ils s'étaient séparés de leur mère à l'entrée. L'éducation qu'on leur faisait, c'était la mortification, la culpabilisation de toutes sortes. On disait le diable attaque les enfants en permanence, il fallait donc obsessionnellement les surveiller. On les forçait à du travail en disant le travail qu'ils font plaira d'autant plus à Dieu qu'il leur plaira moins, c'est-à-dire qu'on les astreignait à des travaux complètement imbéciles, idiots, épuisants, mais le bon Dieu le voulait. La cruauté était constante et revendiquée. Les enfants déposés à la couche du parvis étaient envoyés de préférence, écoutez bien, les enfants qu'on rassemblait à la couche du parvis, on préférait les envoyer en nourrice en province plutôt que de les garder au parvis, de risque que leur mère ne vienne se présenter comme nourrice pour les nourrir. Vous imaginez? Une mère a besoin de travailler, donc elle dépose ses enfants à la couche, et une nourrice, elle va être payée. Donc une mère peut éventuellement se faire passer pour une nourrice pour retrouver son... Pour éviter ça, ce qui aurait consisté à l'aider à allaiter, on envoyait les enfants de préférence en province. Et entre la couche du parvis et la province, il y en a combien qui mouraient en chemin? C'est effrayant. C'est effroyable, effroyable. Les enfants nés à la Salpêtrière, il y a des femmes qui rentraient à la Salpêtrière enceintes. Les enfants qui naissaient à l'instant de leur naissance étaient envoyés à la couche plutôt que de les laisser dans les bras de leur mère qui avait tout ce qu'il faut pour les allaiter. On entendait la nuit les hurlements de douleur des mères. J'ai relevé dans les registres et dans les boîtes où on retrouve les mots accompagnant les enfants abandonnés que des femmes ont pu abandonner leur enfant par nécessité et essayer de le retrouver ensuite. C'est-à-dire, je vous confie mon petit garçon, je l'ai baptisé, je n'ai pas les moyens de l'élever, je le reprendrai dès que possible. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas un abandon, on confie l'enfant à l'institution. Quand la mère revient après rechercher son enfant, on lui refuse. Vous n'aviez qu'à pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enfants ont donc bien une utilité. Sinon, on le rendrait à la mère. Lasser des plaintes contre les exactions commises à l'hôpital, parce que les exactions commises à l'hôpital, c'est des violences, c'est de la torture, c'est des coucheries. Il y a des coucheries à l'hôpital, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est une honte, c'est une honte. C'est vraiment... Bon, je ne vous donne pas les détails. De toute façon, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire de façon très très crue. Il faut absolument se retenir, faut que je me retienne. Il y a des moments quand j'explose de colère et d'indignation, je dis les grossièretés. C'est abominable ce qui se passe. C'est abominable. Sur le plan des mœurs, c'est abominable. Les prisonniers, les enfermés sont abusés, les enfants sont abusés. C'est absolument épouvantable. Donc, il y a des plaintes sans arrêt qui arrivent sur le bureau du roi. Le roi... lassé de ces exactions et de ces plaintes, nomme un nouvel archevêque au moment où il a besoin de nommer un nouvel archevêque et il lui dit « vous allez siéger à l'hôpital général ». Alors ça veut dire quoi? Bon, vous savez que c'est le pape qui sacre un archevêque, mais c'est le roi qui le choisit. Donc le roi choisit Monseigneur de Beaumont et il lui dit « maintenant vous allez mettre de l'ordre à l'hôpital général ». Monseigneur de Beaumont plonge devant le roi en lui disant « Majesté, je vous en supplie, n'en faites rien ». C'est un ordre, allez siéger à l'hôpital général. Qu'est-ce qui se passait à l'hôpital général? L'archevêque qui devait siéger n'était jamais invité, il n'y allait jamais. Lui, il va y aller. Et à ce moment-là, le Parlement en entier se met en grève. Les juges cessent de juger parce que le roi a envoyé un archevêque voir ce qui se passe à l'hôpital général. À votre avis, est-ce qu'il y a des choses à cacher pour qu'on fasse des choses comme ça? L'archevêque impose une nouvelle supérieure à la Salpêtrière. Le roi va tenter vainement de se faire obéir et de faire appliquer un nouveau règlement dans l'établissement. Messieurs refusent et la justice se met en grève. La justice s'interrompt sur le ressort de Paris qui représente le tiers du royaume. Le Parlement de Paris jugeait sur un tiers du royaume. La justice s'arrête parce que le roi veut que l'archevêque lui dise ce qui se passe à l'hôpital général. Alors je vous rassure tout de suite, moi j'ai découvert ce qui se passait à l'hôpital général, l'archevêque il n'a jamais pu. Et le roi non plus. Personne n'a jamais su. L'archevêque était victime de campagnes de calomnie ignominieuses et il sera sauvé de justesse de l'arrestation que les juges voulaient lancer contre lui. Les juges du Parlement de Paris ont lancé un mandat d'arrêt contre l'archevêque. Je ne vous raconte pas ça en détail, mais c'était sur des bêtises, c'était sur des trucs qui ne les regardaient pas. Et le roi n'a eu, pour sauver son archevêque, que la solution de l'exiler hors du ressort du Parlement de Paris. Le roi voulait savoir ce qui se passait à l'hôpital, il ne saura jamais,
Ni lui, ni personne. Il a fallu que j'y passe. Et moi, je vais vous raconter ce que j'ai découvert. Pendant 6 mois, entre 1749 et 1750, des policiers enlevaient dans les rues des enfants sur le chemin de l'école, de l'atelier ou du catéchisme. Des émeutes d'une rare violence ont mis Paris en état de siège. Un procès inique a condamné 3 émeutiers à la pendaison et les enleveurs d'enfants, qui étaient dûment munis d'ordre de leur chef d'enlever des enfants, ils ont été condamnés simplement à quelques livres d'amende. La réalité de ces enlèvements sur ordre ne fait pas de doute aujourd'hui. À l'époque, on disait les gens croient qu'on enlève leurs enfants, sont-ils bêtes ? Sont-ils bêtes ? Évidemment qu'on les enlevait, et on a toutes les preuves. L'arrivée de l'archevêque à la tête de l'hôpital de Paris aurait-elle perturbé un trafic d'enfants ? C'est une hypothèse. Ces enlèvements d'enfants dans les rues sont à mettre en parallèle avec une campagne qui tend à vouloir supprimer l'esclavage. Nous sommes en plein siècle des Lumières, nous sommes à la fin des années 1740, c'est l'encyclopédie qui est en marche. Écoutez bien, ces enlèvements d'enfants sont à mettre en parallèle avec une campagne qui tend à vouloir supprimer l'esclavage des nègres pour les remplacer par des enfants des hôpitaux. On comprend l'intérêt ? C'est la théorie d'un certain Piaron de Chamousset en 1756. Ce Piaron de Chamousset sera considéré comme un philanthrope. Et d'ailleurs, si vous cherchez Piaron de Chamousset à la Bibliothèque nationale, on dira philanthrope du XVIIIe siècle. Un philanthrope qui voulait remplacer les nègres. Alors, il proposait de revendre les nègres, il n'a pas dit de les libérer. Revendre les nègres pour les remplacer par les enfants des hôpitaux. C'est l'époque des Lumières qui remettent en cause la police des grains et prétend résorber la dette royale par le libéralisme. La libre circulation des grains, la suppression de la police des grains, la montée des marchands contre le peuple, c'est brusquement l'appauvrissement général par ce qu'on appelle l'esprit des Lumières de toute la population. Plus le blé augmente, plus il y a d'enfants abandonnés dans les rues. Plus le libéralisme augmente et plus il y a d'enfants disponibles pour l'hôpital général. Que deviennent ces enfants à l'hôpital général ? En mai 1750, le mémorialiste Barbier écrit « On m'a dit avoir reçu une lettre de Marseille par un particulier il y a plus de 15 jours à qui un homme mandait. Mandez-moi si on sait ce qu'on veut faire de tous les enfants qui arrivent. On en a amené plus de 2000 et on en attend encore. » Ça veut dire qu'à Paris en 1750, il y a des magistrats, et c'est forcément par eux que ça passe, puisqu'il y avait de l'hôpital général, qui trafiquent des milliers d'enfants en direction du Levant. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Alors les noirs secrets de l'hôpital, la couche de Saint-Antoine pour les petits qui reviennent de nourrice, vous savez, il y a la couche du parvis jusqu'à 5 ans, 4-5 ans, et 4-5 ans, 5-6, ils sont à la couche de Saint-Antoine. Je prends une année au hasard, entre avril et juillet, 435 enfants entrent. De ces 435, 125 petits garçons sont envoyés à la Pitié, où ils vont être rassemblés jusqu'à l'adolescence, et 118 petites filles vont être envoyées à la Salpêtrière. Il en reste 192. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? On ne sait pas. Leur nombre va s'accumuler tous les ans, et c'est même pas tous les ans. Ce que je vous ai dit, c'est entre avril et juillet, c'est sur 4 mois seulement. Donc sur 4 mois, vous avez 192 enfants en surnombre, puisqu'ils sont là pour partir et qu'ils ne partent pas. J'ai dit, il doit y avoir un registre des apprentissages, puisque le quartier, c'est le quartier ouvrier de Paris. Alors oui, effectivement, il y a des contrats d'apprentissage, j'en ai trouvé 14. 14. 192 moins 14, le compte n'y est pas. Il y a un registre des décès, il y en a peut-être qui sont morts. Oui, il y en a 10 qui sont morts. Alors attendez, il y en a 178 en trop, multiplié par 4, puisque c'est pour 3 mois. Ça fait des milliers au fil des ans. Vous avez des milliers d'enfants qui rentrent et qui disparaissent. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas partis en apprentissage, ils ne sont pas partis à la Pitié, ils ne sont pas partis à la Salpêtrière. Ils sont partis où ? Des milliers au fil des ans. Ces enfants sortent sans destination, et ceux qui sont sortis, il y a ceux qu'on envoie à la Salpêtrière et ceux qu'on envoie à la Pitié. La Salpêtrière, c'est à 500 mètres, il y a la Seine à traverser, et la Pitié, c'est 400 mètres de plus. Tenez-vous bien. Ils mettent 2 jours à arriver. Ils partent lundi matin, ils arrivent mercredi après-midi. Ils ont couché où ? Ils sont allés où ? Et tenez-vous bien, quand ils arrivent à destination, il en manque 3 d'un côté et 4 de l'autre. Et c'est comme ça tous les mois. Vous avez des gens qui se servent de petits enfants durant leur trajet de la couche à la Salpêtrière et à la Pitié.
Ces enfants disparaissent et personne n'a jamais cherché à savoir ni ce qu'ils étaient devenus, ni surtout qu'ils avaient disparu. Il a fallu que je mette le nez là-dedans. Un conflit à la direction de l'hôpital a mené à une grève générale de toute la magistrature pour empêcher qu'on aille voir ce qui se passait là-dedans. Il y a à l'évidence un gigantesque trafic de petits-enfants, jamais dénoncé. Jamais dénoncé. L'encyclopédie, le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, qui est paru dans les années, à partir de la fin des années 1740 et ensuite début des années 1750. L'encyclopédie est contemporaine de cette affaire qui a vu la grève générale de la magistrature, qui a vu des émeutes dans Paris. C'est absolument énorme, énorme. Donc l'encyclopédie est contemporaine de l'affaire. Elle a la particulier de ne pas mentionner l'existence de l'hôpital général dans tous ses volumes. C'est comme si, aujourd'hui, on faisait l'histoire du XXe siècle et que, un dictionnaire du XXe siècle, à l'article santé, pauvreté, chômage, enfance abandonnée, on oubliait de parler de la sécurité sociale. Ça revient à ça. Un certain duc de la Rochefoucauld-Liancourt, alias Monsieur Liancourt, a été nommé pendant la Révolution au comité de mendicité en 1790. Il a dénoncé tous les vices de l'institution, il a dénoncé toute l'horreur de l'hôpital général, en disant que tout ça, c'était certainement pas de la faute de ses administrateurs, c'était de la faute des prêtres. Les prêtres n'avaient plus aucune autorité dans l'hôpital. C'est un menteur, et c'est son histoire à lui qui a été retenue et qui sert de référence pour l'histoire de l'institution qui s'occupe des pauvres. Alors, c'est le secret ou le mensonge qui a perduré à la Révolution. Personne n'a le droit de savoir, n'avait le droit de savoir ce qui se passait à l'hôpital général, et personne n'a toujours la possibilité de le savoir, sauf à aller fouiller, comme je l'ai fait avec une loupe et à me balader dans les rues de Paris pour comprendre que si moi je mets un quart d'heure à passer d'un point A à un point B, les autres ne vont pas mettre 48 heures. Voilà. Donc, aujourd'hui, des centaines de milliers d'enfants sont retirés à leur famille et placés. L'État poursuit sa mainmise, c'est la continuation du même système. À la Révolution française, l'hôpital général est devenu l'assistance publique, qui est devenu les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, qui sont devenues l'ASE, à savoir ça veut dire quoi? ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est la même chose. À l'origine, la Compagnie des Saints-Sacrements, ensuite c'est devenu les jansénistes, et à la Révolution, les francs-maçons. Et ils y sont toujours. D'accord? Alors, il y a des preuves, c'est absolument indéniable, que c'est un trafic pédophile. J'en ai dit suffisamment sur l'hôpital général pour que vous compreniez. C'est la genèse de ce qui se passe après. C'est la genèse de ce qui se passe après. Cette institution n'a jamais dénoncé les atrocités commises sur les enfants. Pourquoi voulez-vous que ce soit arrêté, puisque ça n'a jamais été dénoncé? Donc, à l'heure actuelle, l'institution continue sa mainmise sur les enfants des pauvres selon la même logique. Les pauvres, il faut les séparer. La gueuserie se reproduit de père en fils. Il faut séparer les pauvres de leurs enfants. Maintenant, je vais vous parler de la révolution sexuelle mondiale. Alors, on va faire un bond dans l'histoire, mais c'était important pour moi de vous situer. Alors, c'est ce que j'ai fait, c'est mon travail universitaire. C'est ce que j'ai appelé la marche rouge. Alors, pourquoi la marche rouge? C'est en hommage à la marche blanche, que nous, Français, nous vous devons à vous, les Belges. La magnifique marche blanche qui a montré le début de la prise de conscience d'une population traumatisée par les affaires d'enlèvement d'enfants et la découverte des réseaux pédocriminels. Donc j'ai appelé ça la marche rouge parce que ce n'était pas une marche blanche, c'était pas avec des petits drapeaux blancs. C'était avec les nippes sanguinolentes des gens qui ont massacré à coups de planche à clous. Enfin, je veux dire, les enleveurs d'enfants ont passé de très, très graves moments. Et l'autorité royale a pendu 3 émeutiers qui, eux, n'avaient pas de sang sur les mains. Elle a relâché les enleveurs d'enfants et la haine pour l'institution est restée dans l'esprit des Parisiens. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la révolution sexuelle mondiale. Alors, vous allez comprendre le lien entre ceci et cela. On a toujours caché le sexe aux enfants. Toujours. Aujourd'hui, on le leur enseigne à l'école, qui est devenu obligatoire à partir de 3 ans. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être pédopsychiatre pour savoir que c'est traumatisant. Les témoignages abondent. Montrer du sexe aux enfants, ça leur fait pousser des hurlements, ils se cachent. C'est traumatisant.
Les abus sexuels sur les enfants sont en progression vertigineuse. Il n'y a jamais eu autant d'abus sexuels sur les enfants. Et c'est en proportion de l'invasion du sexe dans l'espace public. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a fait que le sexe qui était relevé de l'ordre privé a envahi l'espace public et envahi les écoles et tout l'espace public, les écoles et toutes les institutions qui s'occupent d'enfants? Alors, d'où vient le sexe à l'école? En 1948 et 1954 sont parus 2 rapports sur la sexualité des Américains signés d'un certain Alfred Kinsey. Ne pas confondre avec McKinsey, c'est quelqu'un d'autre, il n'y a aucun rapport. Ce rapport sur la sexualité est devenu un best-seller mondial. C'est la référence universelle en termes de révolution sexuelle. Et c'est un ouvrage qui prétend qu'on va remplacer la morale par la science. Alors, bon, bis repetita, je l'ai déjà dit, je le redis, je vais tenir un discours choquant. Je vous en présente mes excuses d'avance, c'est le sujet qui est scabreux. Je n'y prends pas de plaisir. Je vais essayer d'être le plus pudique possible. Il y a des moments où ça m'échappe parce que quand l'indignation me submerge, quelquefois je me lâche. Donc, je vous demande votre indulgence. Je vais essayer de bien me tenir. La conclusion du rapport Kinsey, c'est tout le monde couche avec tout le monde et tout va bien. Le problème, c'est l'inquiétude. Vous vous inquiétez que... Pourquoi? C'est vous le problème. C'est normal. Le rapport dit les hétérosexuels sont minoritaires. Les homosexuels sont majoritaires. Les hétérosexuels sont minoritaires. C'est l'homophobie le problème. Les enfants, alors attendez, excusez-moi pour les enfants ont des orgasmes dès la naissance. C'est les parents le problème. Vous imaginez? La révolution sexuelle a été lancée avec ces 2 rapports. Contraception, avortement, le sexe n'a plus rien à voir avec la reproduction. Ça va être la reproduction sans sexe et le sexe sans reproduction. On a un sexe pour jouer avec. Le reste est accessoire. C'est ça la révolution sexuelle. Les droits sexuels universels ont été publiés en 2008. Ces droits sexuels qui ont été concoctés par le Planned Parenthood, c'est la version américaine originale du planning familial. La Fédération internationale du planning familial a concocté les droits sexuels qui ont été reconnus par toutes les institutions onusiennes. Toutes. Vous avez toutes les références dans ce livre. Grâce à Judith Reisman, alors ma chère Judith, que voilà, qui est née en 1935 et qui est morte en 2021. Elle a analysé les publications tout à fait officielles de Kinsey. Elle a lu son livre, elle a lu son rapport, elle a analysé ses publications et elle a découvert qu'il avait fraudé. Mais il n'a pas fait que frauder, c'est beaucoup plus grave que ça. Officiellement, Kinsey a interrogé des centaines d'enfants et observé leur comportement. Les résultats ont été faussés, manipulés et inventés. Il est avéré que des enfants, dont certains n'avaient que quelques mois, ont été, excusez-moi d'avance, attachés, dénudés, masturbés et sodomisés. Leurs pleurs, leurs hurlements, leurs évanouissements ont été qualifiés d'orgasme. Il s'agissait de convulsions, de crises d'épilepsie et de réactions de terreur. Kinsey a utilisé, notamment et pour commencer, les services d'un pédophile notoire qui s'appelait Rex King et qui a chronométré les réactions de ses victimes, lesquelles réactions il envoyait à Kinsey, qui les a publiées. Quand il dit « les enfants sont sexuels dès la naissance », il s'agit d'une fraude criminelle, jamais remise en question, et qui sert de base à toutes les politiques d'éducation à la sexualité à l'école. Qui était Alfred Kinsey? Le cinéma en 2004 l'a montré sous les aimables traits de Liam Neeson, qui interprète un Kinsey savant désintéressé qui répond de son mieux aux interrogations angoissées de ses étudiants au sujet de l'amour. Kinsey s'occupait de guêpes, c'était un biologiste qui s'occupait de guêpes, les guêpes à Galles. Donc il chassait les guêpes, il les observait, et il est devenu spécialiste mondial de la sexualité humaine. Allons donc, allons donc. Donc le film le montre comme savant désintéressé, bon époux, bon père,
Américain moyen conservateur avec cheveux en brosse et nœuds papillons. Il est flanqué d'une épouse qui tricote au coin du feu. Ils sont mignons comme tout. Il fut un menteur, manipulateur, maître chanteur, escroc, eugéniste obsessionnel. Il passait son temps à vouloir empêcher les gens de faire des enfants, empêcher les gueux de faire des enfants, et faire en sorte que les êtres supérieurs puissent se sélectionner pour faire des... C'est ce qu'on appelle l'eugénisme positif. Il y a l'eugénisme négatif, supprimer les mauvais, et l'eugénisme positif, créer une race supérieure. Il était obsessionnel de ça. Il était pédocriminel de masse, il a contribué à des viols, pas seulement des 237 enfants de Rex King, mais vous allez voir, je vais vous raconter, beaucoup plus grave que ça, beaucoup plus grave que ça. Il était raciste, il était misogyne, il était masturbateur compulsif, il en est mort. Il s'est tellement infligé d'horreur à lui-même qu'il en est mort. Au bout d'un moment, on ne cicatrise plus. Il était producteur et interprète de films pornographiques qu'il tournait dans son grenier ou dans les salles très hautement insonorisées de son institut, où tous les membres de son personnel participaient aux orgies. Ils se sont tous filmés les uns les autres. Celui qui mettra la main sur les films, il a de quoi faire sauter l'Amérique. Il était si imprudent dans ses frasques, connu de son université, de la fondation Rockefeller qui le finançait, de la CIA qui le protégeait, du FBI qui était présent partout, que tout le monde aurait pu le faire tomber 20 fois. Or, jamais, jamais il n'est tombé. Jamais il n'a tombé dans l'opprobre. Jamais le public n'a rien su. Même sa mort a été présentée comme sereine. On a dit il est mort d'un problème pulmonaire. Je vous assure qu'il n'avait pas de poumon là, à cet endroit-là. Tous les médias, presse écrite, parlée et bientôt audiovisuelle, ont présenté Kinsey comme un homme de science, alors qu'il a prétendu que ce sont, tenez-vous bien, les inquiétudes des parents qui traumatisent les enfants et pas les attouchements que leur font subir les pédophiles. L'enfant, il est perturbé là parce qu'il... Non, c'est pas parce qu'un pédophile là... Non, c'est parce que sa mère lui a fait une scène. Mais il a écrit ça. C'est pas des suppositions, c'est pas des supputations. Il fut un harceleur et un violeur. Certains de ses étudiants en ont fait l'amère expérience. Tu veux ton diplôme? Allez, hop, passe à côté. Il a plaidé pour l'innocuité de la masturbation, alors que vous avez compris que c'est de ça qu'il est mort. Et on ne peut séparer la promotion qu'il a faite de la masturbation avec l'explosion du marché de la pornographie, qui est l'auxiliaire idéal de l'activité en question. C'est-à-dire que Kinsey a contribué à promouvoir le marché de la pornographie. Toute sa vie, Kinsey a été financé par l'Institut Rockefeller et protégé par la CIA, de bout en bout. À part les victimes du fameux Rex King, il y en a eu bien d'autres. Tenez-vous bien, Kinsey a eu accès à des enfants observés dans les hôpitaux publics, de Rockland à New York et Greystone dans le New Jersey. Ces hôpitaux étaient largement subventionnés par l'Institut Rockefeller. Rockefeller, c'est le pétrole. C'est les mines aussi, je crois. Je crois qu'ils ne faisaient pas que du pétrole. Mais Rockefeller, c'est une gigantesque société, une richesse. Est-ce qu'on peut comparer la fortune des Rothschild et des Rockefeller? Tout à fait. C'est comparable? Bon, les Rothschild, c'est les juifs, les Rockefeller, c'est les protestants. En gros, pour faire court. C'est peut-être un peu caricatural, mais en gros, les Rockefeller, c'est les protestants, c'est des familles de protestants qui ont quitté la France, qui s'appelaient Roquefeuille, je crois, à l'origine. Je dis peut-être une bêtise, peu importe. Les Rockefeller, c'est quand même une société immensément riche, qui prend en charge les observations qui vont être faites dans 2 hôpitaux publics, à Rockland et à Greystone. Des expériences y ont été faites sous la houlette de l'Université de Columbia. Donc vous avez la médecine, l'université, la banque, et vous allez voir bientôt la CIA. Il s'agissait de programmes d'études sur le fonctionnement du cerveau. Donc, Rockefeller finançait les études sur le cerveau, l'université supervisait, et l'hôpital fournissait les cobayes humains. Des adultes et des enfants diagnostiqués agressifs ou hyperactifs âgés de 5 à 12 ans ont eu le cerveau ouvert et nombre d'entre eux ont été lobotomisés sans aucun contrôle extérieur.
Il est avéré que les patients étaient pour la plupart sains d'esprit, c'est-à-dire qu'on a fait croire qu'ils étaient fous pour pouvoir leur ouvrir le cerveau, et que les méthodes utilisées, attendez, c'est dur ce que je vais raconter, les méthodes utilisées pour pénétrer leur cerveau peuvent être qualifiées de torture. La chose est si vraie qu'en 1995, le président Clinton a reconnu qu'en 50 ans, au moins 4000 expériences de ce type avaient été pratiquées sous la protection de la CIA. Et le président Clinton a présenté des excuses. Alors, il n'a pas présenté des excuses pour des choses qui ne se sont pas passées, d'accord ? Les pouvoirs publics ont donc couvert des activités qui violaient le serment d'Hippocrate, toutes les normes médicales internationales, et même le code de Nuremberg qui était pourtant reconnu par les États-Unis d'Amérique. C'est sur ces rats humains que Kinsey a choisi les proies dont il avait besoin pour ses démonstrations fallacieuses qui servent à établir les normes d'éducation sexuelle obligatoire à l'école. Des rescapés de ces horreurs ont enquêté et témoigné. Il s'agissait du programme de contrôle mental ou Mind Control, MK-Ultra, réalisé par la CIA avec la pleine coopération des instances médicales américaines. Une rescapée qui s'appelle Karen Wetmore, elle raconte « Internée à 13 ans à la suite d'un viol en 1965. Vous êtes une gamine de 13 ans victime d'un viol, on vous emmène à l'hôpital. Aïe. Elle a été torturée par des professionnels de la médecine, isolée, dénudée, entravée, droguée. On lui a fait des électrochocs, on l'a soumise au froid, à la privation de sommeil. Ses réactions ont été consignées sous le plaisant qualificatif de convulsion. Ni ses parents, ni même un juge n'ont été admis à lui rendre visite. Question subsidiaire, qui peut donc être enterré dans le petit cimetière attenant à l'hôpital ? L'Institut Rockefeller a également financé les recherches criminelles du Canadien Donald Owen Cameron, qui a fait des expériences sur des milliers d'enfants qu'il a faussement qualifiés de déments. Il voulait effacer leurs souvenirs pour les remplacer par d'autres. C'est ce qu'on a appelé le lavage de cerveau. Ils ont contribué pendant des années à faire des expériences pour vider la mémoire de quelqu'un et la remplacer par une autre. La CIA cherchait à programmer les agents ennemis ou les siens propres, à faire ce qu'on leur demande sans regimber. L'idée de la CIA, c'est si on peut manipuler le cerveau des gens, on pourra de loin manipuler nos agents ou les agents des autres. Dans les années 1950, des clochards ou divers marginaux ont été enlevés pour des expériences horribles. Qui va réclamer le mendiant qui était là hier matin? Il est où? Personne ne s'en occupe. Tous les marginaux sont bons à prendre. On leur a fait ingérer des doses massives de drogue. On les a exposés à des températures ou à des bruits extrêmes. On a soudoyé des détenus pour qu'ils s'y soumettent volontairement. On a eu recours à des enfants de 6 à 11 ans diagnostiqués schizophrènes, à qui on a donné des doses massives de LSD pendant des semaines, mais aussi des céréales mélangées à de l'uranium ou du calcium radioactif. Ça s'est fait à des milliers d'exemplaires. Il est avéré que de nombreux hôpitaux et des universités prestigieux ont prêté leur concours à ces horreurs. Des enquêtes journalistiques sérieuses ont découvert qu'à la fin des années 70, les expériences se faisaient encore sous d'autres noms, mais avec les mêmes buts et les mêmes méthodes. Le scandale du Watergate en 1973. Alors pour mémoire, en 1973, on découvre qu'il y a des micros qui espionnent le siège du Parti démocrate. Les micros vont où, qui, quoi, quand, c'est le grand scandale du Watergate. Donc le scandale du Watergate a failli faire découvrir le poteau rose et quantité de dossiers ont été détruits, mais il est resté suffisamment de dossiers pour que les chercheurs puissent aller s'en occuper. Et les chercheurs, c'est mon amie Judith, elle a sorti ça. Elle est allée chercher, elle a trouvé. Et c'est ce qu'elle m'a envoyé pour diffusion en France 3 mois avant sa mort. Judith a découvert que le programme de Kinsey était une des branches du programme MK-Ultra. Donc vous avez d'une part pénétré le cerveau et d'autre part lancé la révolution sexuelle. C'est les deux faces du même programme. Cameron et Kinsey reçoivent tous les deux des subsides de la CIA pour leurs travaux. La collusion entre la CIA, la Fondation Rockefeller et Kinsey est avérée,
les activités de ce dernier étant ni plus ni moins supervisées par l'agence d'espionnage. Derrière Kinsey, il y a toujours la CIA. C'est pourquoi aucune demande d'enquête sur les activités de Kinsey n'a jamais abouti. Et Judith est morte en disant « Enquêtez sur Kinsey, ouvrez le dossier Kinsey, ouvrez le dossier Kinsey ». C'est le témoin qu'elle nous envoie. Faisons en sorte que l'Institut Kinsey soit l'objet d'une enquête indépendante. Allez regarder ce qui se passe. La dernière fois que l'Institut Kinsey a été approché par des députés américains qui leur ont dit qu'ils allaient regarder, ils se sont entendus dire « Ne vous inquiétez pas, dès l'instant où vous passerez la porte, on appuie sur un bouton et tout saute, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. » Savoir si ce n'est pas déjà à l'abri, je n'en sais rien, mais c'est ce qui a été répondu. Alors, attention atroce, les méthodes utilisées par la CIA pour faire parler des supposés terroristes ont également été utilisées par Kinsey sur les plus de 2000 enfants qui sont tombés entre ses griffes. Avec le soutien d'une équipe d'universitaires qui n'ont pas vu d'objection à infliger à des gosses ce qu'on infligeait à des supposés terroristes. On leur a fait subir la masturbation forcée, les coups, le froid, la privation de sommeil, la nudité, les hurlements, autant d'agressions qui n'entraînent pas la mort, mais qui brisent la vie. Le scandale est si grand qu'il n'a jamais fait l'objet d'une enquête publique 7 décennies plus tard. On sait depuis les années 1990 que de jeunes handicapés mentaux et des femmes enceintes ont été soumis à des injections de fer radioactif. C'est pour la science, attendez, vous n'allez pas protester, hein, pour la science, vous avez compris. Une seule clinique prénatale en a traité 829. Un chiffre tout à fait officiel, puisqu'il y a maintenant un ministère, donne un décompte final de 16 000 hommes, femmes et enfants qui ont été irradiés entre 1945 et 1970 pour les besoins de la CIA. Entre 1940 et 1954, une neuropsychiatre respectée à New York a procédé à des électrochocs sur des centaines d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Diagnostiqués autistes. Excusez-moi. On peut considérer que les actuelles opérations de changement de sexe, vous savez que personne n'a jamais changé de sexe, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, je suis avec des gens raisonnables, bref, les pseudo-opérations de changement de sexe qu'on fait de nos jours sur les enfants sont la continuation de ces expériences qui font de la science la main droite du diable. Le Midi de la France a connu en 1951 un drame qui a fait plus d'une dizaine de morts et des centaines de déments. On a imputé cette folie collective à du pain empoisonné par de l'ergot de seigle. C'est la faute du pain. Ah bah oui, en France, si les gens sont fous, c'est à cause du pain. Pas du tout. On a appris que la CIA avait fait asperger du LSD sur la petite ville de Pont-Saint-Esprit. Il y a des gens qui se sont défenestrés en croyant qu'ils allaient arroser les radis. Ils sont passés par la fenêtre. Et c'était dans le cadre des expériences MK-Ultra. Pourquoi se gêner? Pourquoi se gêner? Dans tous ces crimes, la collusion entre la CIA et la Fondation Rockefeller est permanente. Le but commun de toutes ces recherches est de parvenir à une amélioration de la race humaine par l'eugénisme pour éliminer les plus faibles et l'élaboration d'un gouvernement mondial unique pour les plus forts. Kinsey et sa révolution sexuelle ne fut qu'une partie de ce plan, mais non la moindre. Le directeur médical de la Fondation Rockefeller a déclaré « Nous considérons que le financement de l'Institut Kinsey est la chose la plus importante que nous ayons jamais faite. » En 1913 a été créé à Londres l'Institut Tavistock, qu'on ne connaîtra qu'à partir de 1969. Cet institut cherche les moyens de manipuler les masses dans le but clairement énoncé de détruire la civilisation occidentale et de créer un nouvel ordre mondial. Ils ont fait venir secrètement aux États-Unis des savants allemands au cours de l'opération dite Paperclip. Paperclip, c'est un trombone, vous savez, pour tenir les pages ensemble. La rencontre entre les savants de la CIA et ceux de l'Allemagne nazie devait faire des étincelles. La Fondation Rockefeller a placé ses pions à la direction des institutions comme Harvard ou l'hôpital Rockland notamment, où ils ont mis ce qu'ils ont ramené d'Allemagne. C'est du recyclage instantané. L'Institut Tavistock
a muté pour devenir la mère de tous les groupes de réflexion. D'habitude, on dit think tank, mais en français, on ne dit pas dire think tank, on dit think tank, il n'y a qu'à dire groupe de réflexion. Et fut enregistrée comme organisation caritative. Organisation caritative en 1947, Institut Tavistock. Elle s'offrit les services directs ou indirects de noms devenus prestigieux comme Freud, Sigmund de son petit nom, Jung, Bernays, Adler, ou enfin l'écrivain Aldous Huxley, qui a déclaré en 1962 « Nous sommes en train de développer toute une série de techniques qui permettront à l'oligarchie de contrôle, qui a toujours existé et existera vraisemblablement toujours, d'amener les gens à aimer leur servitude. » Ceci pour faire comprendre que son roman « Le meilleur des mondes », ça n'était pas un cauchemar, c'était un programme. Bien que lié à la CIA, la Fondation Rockefeller, écoutez bien, a collaboré avec Staline et Hitler, y compris après l'entrée en guerre des États-Unis. Vous suivez? Cofondatrice d'un institut psychiatrique à Munich en 1925, la Fondation Rockefeller a continué sa collaboration pendant toute la guerre en direction d'une spécialité nouvelle, l'eugénisme psychiatrique, destiné à la purification, l'hygiène et l'amélioration raciale. Ça, c'est avec Hitler. Intéressant, non? Côté Staline, en 1934-1935, la Fondation Rockefeller a participé au financement d'un programme d'études du cerveau des jumeaux que l'Union soviétique développait à l'Institut de génétique de Moscou. C'est beau la collaboration. Ces travaux serviront en 1937 à Kinsey, partisan déclaré de l'eugénisme positif, auquel il ajoutait l'eugénisme négatif, puisque Kinsey a prôné la stérilisation d'au moins 1/10 de la population mondiale. Programme de Kinsey. Ce sont eux qui ont contribué à créer les grandes agences de l'ONU comme l'UNESCO, dont la tâche fondamentale fut ainsi définie par son premier directeur, Julian Huxley, le frère d'Aldous. C'est beau l'UNESCO, la culture, écoutez bien. L'UNESCO doit aider à l'émergence d'une culture mondiale unique, avec sa propre philosophie, son propre fond idéologique, avec son propre objectif général. C'est la première fois dans l'histoire que l'on dispose d'un échafaudage pour l'unification mondiale et des mécanismes pour l'atteindre. Ça vous tente cette unification mondiale avec le sexe sur les enfants? Julian Huxley était président de la Société eugénique britannique. Une société eugénique, c'est une société qui veut l'élimination des plus faibles. C'est ça l'eugénisme. Il était membre de la Fédération mondiale pour la santé mentale et président d'une association pour la promotion du droit à l'avortement. Ah oui, l'avortement, c'est important l'avortement. Dans leur plan, l'avortement, c'est essentiel. On retrouve les Rockefeller et leurs affidés dans la création du Conseil des relations extérieures, le CFR, l'Institut Tavistock, les Nations Unies, le Conseil de la population, le groupe Bilderberg, le Club de Rome, la Trilatérale, etc., etc. Ils n'apparaissent néanmoins que comme donateurs philanthropiques. Ah, c'est beau la philanthropie. En 2002, David Rockefeller a écrit « Certains nous qualifient, ma famille et moi, d'internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde, si vous voulez. Si telles les accusations, je suis coupable et j'en suis fier. » C'est beau, hein? En 1900, le même qui a dit « La chose la plus importante que nous ayons faite, c'est de financer l'Institut Kinsey. » C'est le même. En 1950, James Warburg, membre du CFR, a déclaré à la Commission sénatoriale des relations étrangères « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela nous plaise ou non. La question est de savoir s'il sera obtenu par la conquête ou par le consentement. » Eh bien, un certain Nicolas Sarkozy a dit quelque chose d'approchant et un autre, certain Jacques Attali, la même chose également. Je suppose que ces gens-là sont arrivés jusqu'à vos oreilles belges, n'est-ce pas? Jamais de tels crimes perpétrés à une telle échelle n'auraient été possibles si les populations concernées avaient su. Toutes ces horreurs ont été faites dans le secret le plus absolu. Il fallut avoir le contrôle total sur les médias. Non seulement pour détenir l'information, c'est-à-dire l'empêcher de circuler, mais également pour créer l'opinion, c'est-à-dire pour créer une fausse information. Faire croire que Kinsey fut un scientifique sérieux fut donc indispensable pour faire accepter ces mensonges. Toute la presse fut complice et Rockefeller avait la main dessus. Et il l'a encore. En 1914, la société Rockefeller a fait perpétrer un massacre de femmes et d'enfants pour briser une grève.
pour contrer l'indignation des généraux. Alors ça a été atroce, hein, parce que c'était des grévistes dans une mine, je ne sais pas trop quoi, c'était pas du pétrole, c'était une mine, c'était une extraction minière. Et il y avait des mineurs qui étaient là avec leur famille, et ils avaient fait un camp de tentes. Ils avaient creusé sous les tentes pour se mettre à l'abri du froid, il y avait la tente par-dessus. Et pour briser la grève, à un moment donné, je ne sais pas ce que c'était les revendications, enfin peu importe, une grève d'ouvriers qui s'estimait probablement mal payés, j'en sais rien. Rockefeller a fait appel à l'armée qui les a brûlés au lance-flammes. Indignation générale, soulèvement d'indignation contre l'abominable société Rockefeller. Ah! Flûte, comment on va faire? Aïe! Aïe! C'est là qu'on invente les relations publiques et la manipulation de l'opinion. Très très fort. Les Rockefeller ont approché une société qui leur a dit, vous inquiétez pas, on va vous arranger ça. Alors vous, le fils, la Rockefeller, venez avec nous. Vous allez aller voir ces gens, vous allez les écouter, vous allez leur parler, vous allez dire vous êtes désolé, vous allez demander pardon. Vous allez voir. Et nous, on est derrière. Ça a marché. Ça a marché. L'indignation s'est calmée. Alors que, au mot de Rockefeller, les gens hurlaient. Ça a calmé. Les Rockefeller, ils ont dit c'est drôlement bien ça. Attendez, on va multiplier la chose. Ils ont mis la main sur tous les médias qu'ils ont achetés. Ils ont acheté tous les médias. Puis ils ont fait appel à Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud, celui qui a réussi notamment à faire fumer les femmes en leur présentant la cigarette comme un élément d'émancipation. Moi, quand j'étais gamine, je me souviens, une femme qui fumait en public, bouf, une femme n'aurait jamais fumé dans la rue. Jamais. Il y a une campagne qui a montré que la femme émancipée fumait, y compris dans la rue. Et bien, les femmes se sont mises à fumer, comme ça, elles ont le droit de développer le cancer, comme les autres. Hein? Vous voyez ce que est le résultat. Donc c'est Edward Bernays, on a fait appel à lui pour lui dire, maintenant, vous allez nous créer une opinion qui nous intéresse. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça c'était en 1914, l'affaire du massacre. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Rockefeller possédait tous les journaux et tous leurs rédacteurs en chef. Et la CIA recrutait des journalistes dans le monde entier, avec la double fonction d'instiller au public ce qu'on voulait leur faire accroire, et de fournir à l'agence des informations de première main. C'est-à-dire que c'était en montant et en descendant. Envoyer de l'information qu'on voulait dans les pays concernés et faire remonter de l'espionnage. C'est de l'espionnage. Et je me souviens quand j'entendais, quand j'étais adolescente, les agents de la CIA, ils font semblant de faire de l'information alors qu'en fait ils font de l'espionnage. On ne disait pas complotiste à l'époque, mais on disait que c'était des bêtises. C'était pas des bêtises, c'était rigoureusement vrai. Les journalistes dans les pays, notamment les pays du bloc soviétique, c'était des agents de la CIA. Et puis la police, c'était la CIA qui les payait, c'est clair. Alors, c'est ce qu'on appelle l'opération Mockingbird, oiseau moqueur. La CIA a fait placer qui elle voulait à la rédaction en chef des principaux médias. On fait passer l'information qu'on veut. Elle a directement recruté des journalistes des grands médias. 3000 agents de la CIA et plus de 400 journalistes étaient payés par Rockefeller CIA pour instiller la bonne parole, c'est-à-dire la vérité officielle, sur tous les sujets qu'il décidait. Television. Hein? Television. Television. Ou comment une campagne ignominieuse a été lancée contre Judith quand elle a voulu dénoncer Kinsey. Alors dans l'histoire que je raconte là sur sexologie et mensonges, je raconte que Judith, quand elle a découvert la vérité sur l'Institut Kinsey, quand on lui a dit que c'était... elle a découvert que ses enfants avaient été torturés, masturbés. Ensuite, elle a demandé comment vous avez fait. C'est par des techniques orales et manuelles. Elle a explosé. Elle s'est agrégée un certain nombre de gens de grande qualité qui sont venus avec elle et qui l'ont soutenue, qui ont participé avec elle à des émissions télévisées. C'est comme ça d'ailleurs en regardant une émission. La retransmission des émissions télévisées, j'ai dit à la dame, là, je veux la connaître, je lui ai écrit, elle m'a répondu et tout. Et quand elle a commencé à s'agréger des gens très compétents pour la soutenir, elle a commencé à devenir dangereuse pour le système. Et là, le système a lancé contre elle une campagne médiatique nationale monstrueuse. Monstrueuse. Tous les journaux américains se sont ligués contre elle. Ça a été infernal. Du coup, elle n'a plus pu travailler dans aucune université, parce qu'elle dit, comment il n'a pas travaillé avec cette folle? Vous savez, une vieille folle qui se fait payer à regarder des magazines cochons. C'était quoi son truc? Elle disait, c'est dans la presse, prétendument,
Vous savez, on disait la pornographie douce, c'est-à-dire qu'on disait que Playboy ou des trucs comme ça, bah oui, c'était des belles filles pour des hommes émancipés. En fait, elle disait non, c'est pas vrai. Regardez bien à travers les pages, il y a plein d'allusions à des enfants. C'est de la pédophilie cachée. Donc, elle a fait tout un travail, toute une recherche pour montrer que dans cette presse prétendument innocente, qui voulait parler simplement d'amour libre, c'était en fait des agressions perpétuelles contre l'innocence des enfants. Donc bah oui, elle feuilletait des magazines cochons, elle s'amuse à... Vous voyez le truc, comment on l'a... Alors que le FBI a fait appel à elle et a considéré que son travail était absolument irréprochable. Irréprochable. Elle a subi une campagne de dénigrement, c'est infernal. Je me demande, quand je la voyais, j'ai dit, mais comment t'as supporté ça? Comment t'as supporté ça? C'est quelque chose, hein, quelque chose. Et elle a reçu un jour, alors, vous savez, elle ne croyait pas du tout en Dieu à l'origine, elle est morte dans les bras de la Sainte Vierge, mais avant elle ne connaissait pas. Elle ne croyait pas du tout en Dieu, mais elle a quand même vécu un miracle. C'est-à-dire qu'au milieu de cette horreur, quand elle a découvert ce qu'elle a découvert, qu'elle a commencé à être prise au sérieux par des gens sérieux, et que toute la presse, elle a même été convoquée 3 fois au Congrès américain, ils l'ont engueulée, ils ont remis en cause ses diplômes, ils se sont fichus d'elle, enfin c'était infernal. Vous savez ce qui s'est passé un jour? Elle reçoit un coup de fil. Vous êtes Madame Reisman? Oui, je m'appelle Monsieur Tartampion. Je voudrais vous donner, mettre à votre disposition l'université, Liberty University, dont je suis le directeur. Je vous donne un bureau, un secrétariat, un ordinateur. Je vous envoie mon avion. Une seule condition, vous ne dites pas que c'est moi. C'est pas un miracle, ça? Et toutes ces archives y sont encore. Et c'est à eux que je m'adresse quand je fais un livre sur elle. J'ai accès à ces archives. C'est extraordinaire. Et il est resté fidèle à Judith jusqu'à sa mort. C'est comme ça. Elle a eu tout le système contre elle. Et elle est morte debout. Hein. Et alors, elle est morte convertie. Donc ça, c'est un autre sujet, si vous voulez. Je l'ai vue se convertir. Alors, on a fait avec Alain une vidéo récemment et on a mis en illustration le moment T où Judith a reçu la grâce dans les rues de Zagreb, où elle écoutait un chapelet qui a été récité en son honneur, et elle est comme ça. Oh, je suis allée la voir, elle m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. Et de cet instant-là, je l'ai toujours vue bénir la table. Et un jour, je lui ai expliqué, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu crois en Dieu ou pas? Il m'a dit, évidemment. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, j'ai vu le diable. J'ai bien compris que c'est pas lui qui avait fait le monde si beau. Et elle est venue avec moi, on était à Québec ensemble, on était à Montréal ensemble pour le centenaire de Fatima. Et elle a prié avec nous toute la journée. C'est très impressionnant. Très impressionnant. C'est sur la toile, hein, on ne le voit pas à la messe de Fatima, mais enfin, c'était juste avant l'épisode. C'est sur mon site, hein, marionsigo.fr, vous pouvez retrouver les trucs que j'ai fait avec elle. Voilà. Je reviens à voilà, la mainmise sur les médias par Rockefeller et la CIA. Donc en 1991, David Rockefeller a déclaré au Bilderberg, écoutez bien, nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times et au Times Magazine et à d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et ont respecté leurs promesses de discrétion pendant 40 ans. C'est pas beau ça. Bravo messieurs, vous étiez là depuis 40 ans, vous n'avez jamais vendu la mèche. C'est pas beau ça comme aveu. Il aurait été impossible de développer notre plan pour le monde si nous avions été soumis aux lumières de la publicité pendant des années. C'est-à-dire que pour que nous puissions arriver à nos fins, il faut que personne ne sache. Merci messieurs de la presse de n'avoir pas fait votre métier. C'est extraordinaire comme aveu. Mais le monde est maintenant beaucoup plus sophistiqué et prêt à marcher vers un gouvernement mondial. Ils veulent un gouvernement mondial. C'est là qui nous dirige. Et prêt à marcher. Alors, la souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est certainement préférable à l'autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés. C'est pas un bel aveu, ça. Ça, c'est un beau programme, quand même. Alors, notons
Écoutez bien. L'Association nationale américaine des journalistes lesbiens et gays. Hein, ça, c'est l'autre face de la même pièce du contrôle des médias. Donc, Association nationale américaine des journalistes lesbiens et gays. Je ne savais pas qu'il fallait raconter comment on fait pour être journaliste. Bref, c'est récemment vanté que, écoutez bien que les homosexuels représentent moins de 2% de la population, c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent, c'est pas eux qui le disent. Les 3/4 des personnes qui décident du contenu de la première page du New York Times sont homosexuels. C'est pas beau ça comme infiltration? C'est pas Marion Sigaud qui le dit ça. Marion Sigaud, elle le répète de ce qu'elle a trouvé, et c'est Judith qui lui envoie ça. Leur site indique que l'association travaille pour favoriser une couverture juste et précise des questions relatives aux lesbiennes et aux gays. Juste et précise, vous croyez? Ils le font en s'opposant aux préjugés sur le lieu de travail. Quand vous n'êtes pas d'accord avec ces gens-là, c'est que vous avez des préjugés. Moi, à la fac, c'est comme ça qu'on m'a saqué. On m'a dit, vous avez des préjugés. Comment elle sait que j'ai préjugés? Moi, je juge après, je ne juge pas avant. Ce sont ces gens-là qui décident. Donc, ils le font en s'opposant aux préjugés sur le lieu de travail à l'encontre de toutes les minorités et assurent le développement professionnel de ses membres. Le développement professionnel des membres de la communauté LGBT, vous avez compris. Hein. Bref. Avec l'aide de la fondation Rockefeller, le patron de Playboy, Hugh Hefner, a fondé un conseil pour l'information et l'éducation à la sexualité, le CIECUS, organisme dédié au sexe à l'école. Le CIECUS, c'est tout Kinsey, rien que du Kinsey, sur les bancs de la classe. Le CIECUS a reçu le soutien de Planned Parenthood, à savoir le planning familial, le mal nommé. Pourquoi le mal nommé? Parce que planifier une famille ne peut pas consister à tuer les bébés et à distribuer de la contraception. Planifier une famille, ça ne peut pas être supprimer les bébés. C'est pas possible. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais planification familiale, ça ne peut pas être avorter. Bref, pour eux, c'est comme ça. Donc, le CIECUS a reçu le soutien de l'UNESCO et des ONG affiliées, de l'Organisation mondiale de la santé qui se trouve partout. L'OMS va vous parler de santé sexuelle. Cherchez pas ce que c'est. Ce sont les obsessions de ces gens-là. Kinsey en est l'unique référence. Tout se réfère à Kinsey. Il n'y a pas un étudiant en médecine qui échappe aux conclusions délirantes du maniaque de Bloomington. Le sexe est désormais une activité de loisir, déconnectée de la morale, qu'on enseigne à l'école devenue obligatoire à partir de 3 ans. Vous avez vu le processus? La nouvelle morale sexuelle, c'est le renversement des valeurs. La destruction de la morale traditionnelle présente toutes les déviations sexuelles comme normales et la fidélité conjugale comme ringarde. Le nombre des abus sexuels augmente tous les jours. Ils sont de plus en plus violents et sadiques. Ils visent les enfants de plus en plus jeunes. Ça, c'est statistique. Judith, elle les avait les statistiques, elle me les a données. Certains États américains autorisent désormais l'utilisation de matériel obscène à l'école si on peut considérer que leur usage est éducatif. C'est-à-dire qu'on montre à des enfants des images et même des objets, c'est abominable, en disant « oui, mais c'est éducatif, c'est pour leur montrer ». Donc ça passe. Si les mêmes objets, vous êtes pris dans la rue par un flic, vous pouvez aller en prison. Mais dans l'école, c'est autorisé. Et c'est passé, au titre que maintenant, grâce à Kinsey, on sait que, etc. Désormais, on se viole et on se sodomise entre petits-enfants dans le cadre de l'école, dans la cour de récré, y compris à l'école maternelle. Qui osera dire que ça a toujours été comme ça? C'est faux. C'est une vague monstrueuse qui se déverse sur la terre entière, sauf les pays qui résistent. Qui sont ces pseudo-éducateurs qui viennent faire de la propagande pour toutes les déviances sexuelles en direction des enfants? La promotion de la science au rang de critère absolu de la vérité et du bien a pris la place de Dieu, relégué au rang de superstition obscurantiste. Cette promotion exige des scientifiques une honnêteté au-dessus de tout soupçon. Or, le monde scientifique est corrompu par une lente infiltration des intérêts privés. Regardez les mensonges sur le coronavirus. On a vu, ça a été planétaire. La bombe atomique sociale du rapport Kinsey continue ses ravages avec l'aide d'une communauté scientifique muette et paralysée
Et c'est au nom de la science que la pornographie et l'obscénité se déversent désormais jusque dans les écoles. A-t-on conscience que ce qu'on appelle les caricatures de Mahomet sont en fait des dessins outrageants et obscènes qu'on prétend avoir le devoir de montrer aux enfants? Les caricatures de Mahomet, ça a été ce qui a justifié, je crois, enfin qui a été prétendument justifié la décapitation d'un professeur en France. Alors on a dit, pour montrer qu'on allait résister à l'obscurantisme islamiste, on allait montrer partout les caricatures de Mahomet. Mais c'est une abomination! On va montrer ça aux enfants pour leur apprendre. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre les limites. La révolution sexuelle de Kinsey sert à promouvoir toutes les transgressions et à valoriser la satisfaction de toutes ces pulsions derrière le dos des parents, considérés comme des oppresseurs. C'est ça la révolution sexuelle de Kinsey. Le résultat de ce tsunami de sexe a été une explosion de viols et de crimes sexuels divers, de maladies vénériennes, de familles éclatées, d'abandon d'enfants, d'enfants sans père ni repère, de délinquance, de drogue, d'alcool, de suicide de jeunes, et cerise sur le gâteau, d'inceste et de pédophilie. On parle bientôt d'inceste heureux. Mais si, vous n'avez pas compris. C'est l'inquiétude des parents, c'est l'inquiétude de l'entourage qui crée le dommage. Joli résultat, regardons. D'un côté, la chasteté avant le mariage, la retenue, le contrôle de soi et la fidélité. De l'autre, le monde dans lequel nous vivons. Lequel préférez-vous? Lequel est le plus vivable? Il n'y a pas d'alternative à la reprise en main de l'éducation des enfants par les parents et le retour de l'autorité parentale détruite par les droits de l'enfant et au retour de la morale. Le sexe regarde uniquement l'autorité, l'intimité sacrée du couple. Je vous remercie.